Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi, bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter, puis Territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Benoît Hamon, qui se présente aux élections européennes sous les couleurs de Génération, son mouvement. Il sera notre invité en direct tout à l'heure. Et puis troisième partie avec le duplex en direct du Grand Palais. Ce matin, ce sont les conclusions du Premier ministre que vous pourrez regarder en direct sur cette antenne. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un instant. Des questions et des inquiétudes en Loire-Atlantique. À Sainte-Pazanne, des cas de cancer infantile se multiplient, vous le savez. 12 cancers infantiles ont été dépistés depuis 2015. Les autorités sanitaires prennent l'affaire très au sérieux et une réunion publique en présence des habitants a permis à chacun de poser des questions et d'exprimer ses inquiétudes. Un reportage de notre partenaire de Télé Nantes. Les 300 places de la salle de l'Escale n'ont pas suffi pour tous les accueillir. Des habitants de Sainte-Pazanne, mais aussi de Nozay, de Machecou, venus en nombre pour obtenir des réponses et exprimer leurs inquiétudes. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, donc c'est inquiétant pour eux. Et on veut exactement savoir le pour qui, le pourquoi. Comme nous habitons près d'ici, nous voulons savoir exactement ce qui se passe, parce que nous avons des petits-enfants aussi. Alors justement, moi je suis en cours d'acquisition d'un terrain sur Sainte-Pazanne pour faire construire, et c'est ce qui fait ma présence ici. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, j'hésite à me rétracter, quitte à perdre un peu d'argent. Pendant près de 3 heures, les questions ont fusé. Les participants interrogent les pesticides, les champs électromagnétiques, la pollution des sols et même le manque d'information des médecins. À la tribune, l'Agence régionale de la santé et Santé publique France ont tenté d'apporter des réponses. 4 pistes ont déjà été étudiées, pollution de l'air, des sols, pesticides et radon. Même si pour le moment, il y a peu d'éléments tangibles, une enquête épidémiologique va être diligentée sur le secteur de Sainte-Pazanne. Je peux vous donner que des indications générales. On va sélectionner des diagnostics qui nous semblent pertinents et cohérents en termes d'informations et de facteurs de risque qu'ils peuvent avoir en commun. On va sélectionner une période de temps la plus adaptée possible. Il est possible et raisonnable de penser que dans 6 mois on aura les réponses, mais il est aussi possible en fonction des éléments qu'on va collecter qu'il faille prendre plus de temps. De son côté, le collectif Stop au cancer de nos enfants a salué l'implication de l'ARS, mais promet de rester vigilant pour faire avancer l'enquête. En moins d'un mois, on a eu 7 réunions publiques, on a les médecins du secteur qui vont être informés. C'était la deuxième demande ? C'était notre deuxième demande et on a une étude de terrain, et ça on y veillera également, qui va être lancée. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut être que satisfait. Maintenant, on suivra effectivement de très près que l'étude de terrain ait bien lieu. À ce jour, 12 cancers infantiles ont été dénombrés dans le secteur de Sainte-Pazanne depuis 2015. Direction l'Occitanie maintenant avec la colère des petits pêcheurs. Ils veulent des contrôles plus souples. Les pêcheurs dénoncent les réglementations concernant le contrôle des tailles de poissons. Et l'un de leurs collègues vient d'écoper d'une amende de 800 € pour un poisson non conforme de quelques grammes seulement. Les explications d'Antoine Maïls pour la chaîne Via Occitanie. La colère monte chez les petits pêcheurs de Port-Vendre dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. La faute selon eux à des contrôles de plus en plus stricts, notamment ceux concernant la taille des poissons. Dernier exemple en date, l'un de leurs collègues vient d'écoper d'une amende de 800 € pour avoir pêché un poisson non conforme de quelques centimètres. Je pense qu'il faut être un peu plus souple là-dedans, sans faire trop de laxisme. Des contrôles, il en faut bien sûr, mais après, on ne peut pas sanctionner au pied de la lettre des petites entreprises comme nous parce qu'on nous met de suite en difficulté. On demande surtout que tous les services s'harmonisent et nous donnent une seule et même réglementation. Parce qu'actuellement, c'est toujours pareil. On a les différents services administratifs qui nous contrôlent, ne sont pas synchronisés sur la même réglementation. Voilà, chacun nous sort un peu la sienne. Les pêcheurs viennent de lancer un appel à l'aide auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. Pour l'instant, ils n'ont pas reçu de réponse.
Voilà, quelle solution d'hébergement après la trêve hivernale qui se termine? Ils sont près de 1500 personnes à dormir dans les rues de Paris. Avec la fin de la trêve hivernale, les associations redoutent que ce chiffre augmente. Alors que deviennent les places d'hébergement d'urgence réservées aux sans-abri? En région Île-de-France, par exemple, 2500 vont être pérennisées par l'État. Un reportage de Sébastien Côté pour Via Grand Paris. À 2 pas de la porte de la Chapelle, boulevard Ney, un immeuble de la SNCF, reconverti en centre d'hébergement. Il a ouvert il y a quelques jours et peut accueillir jusqu'à 120 personnes maximum. Ici, vivent des familles et des mères isolées. On a eu beaucoup de sorties de l'hôtel-dieu, de gens qui ont été réorientés ici, donc principalement des femmes seules avec enfants, avec des bébés, enfin vraiment des primipares avec des bébés de moins de 3 mois. Et donc voilà, les gens s'installent, on ouvre la structure, donc on continue à rajouter du mobilier, on adapte les lits parce que bon, on a plus de grands lits, pas assez de lits bébés, donc on change, on déménage un peu. Les anciens bureaux de la SNCF font maintenant place à des chambres. Les pensionnaires se partagent cuisine et sanitaire. Salaou vient d'arriver avec son petit garçon. Oui, se sentait bien, on a été bien accueillis, tout se passe très bien ici. On a la nourriture, on nous donne à manger, ils m'ont même dit qu'ils allaient nous donner le lait avec couche pour les bébés. Ici, l'enjeu est double. Il est d'abord de garantir un toit, mais aussi d'aider à accéder à l'emploi ou une formation. C'est ce qu'espère Gisèle. Avant même la grossesse, j'ai travaillé, j'ai gardé des enfants et pour moi, personnellement, j'adore les enfants, donc je vais faire une formation pour les enfants. Avec la fin de la trêve hivernale, les associations d'aide aux démunis tirent la sonnette d'alarme. Selon elles, rien qu'à Paris, 8000 personnes pourraient se retrouver à la rue. En visite dans ce centre d'hébergement du 18e arrondissement, le préfet Michel Cadot a annoncé la pérennisation de 2200 places. C'est 300 de plus que l'année dernière. Et chaque année, nous augmentons le nombre des places, permettant ainsi de traiter la sortie dans de bonnes conditions des personnes qui ont été mises à l'abri pendant la période d'hiver, où les conditions évidemment de météo, de froid, de vie à la rue sont très difficiles. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, a annoncé le financement de 6000 lits supplémentaires sur l'ensemble du territoire. Un concours de cuisine maintenant pour favoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Accompagné par des chefs professionnels de l'Académie culinaire de France, 6 lycéens de Vannes en Bretagne ont participé à cette aventure. L'objectif est double, donner confiance à ces adolescents handicapés et prouver au monde de la gastronomie qu'ils ont des capacités. Reportage de TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, de Fanny Coconnier. Ils sont 6 élèves bretons de classe Ulysse. Ils souffrent de lacunes scolaires, de faibles troubles autistiques ou de dyslexie. Mais aujourd'hui, ils sont immergés dans un concours de cuisine. Parmi eux, Stanislas, 17 ans, veut en faire son métier. Ce concours, il le voit comme une chance. Pour voir où j'en suis et pour savoir quel niveau je suis pour progresser plus tard. Ce concours, c'est l'idée de Laurent Druna. Toute l'année, au lycée Saint-Paul de Vannes, il travaille à l'inclusion de ses enfants dans le monde de l'entreprise. Cette journée, c'est une manière de prouver les capacités de ses élèves. Nous, en Bretagne et dans le Morbihan, on est un peu leader en ce domaine puisqu'on a beaucoup de partenaires, entreprises qui jouent le jeu d'intégrer dans leurs équipes des personnes en situation de handicap. Mais bon, le message que je voulais passer aussi à nos jeunes là, qui font le concours aujourd'hui, c'est qu'ils se surpassaient aussi, mais ils aidaient les autres Ulysse en France. Autour des élèves, 19 chefs, membres du jury, des compagnons du devoir, des meilleurs ouvriers de France. L'Académie culinaire, partenaire du projet, a voulu prouver que ces jeunes ont leur place dans leur cuisine. Je pense que la cuisine française a toujours été établie sous un ordre militaire, je dirais, avec des brigades. Très souvent, on a dû oublier nos chefs et moi-même, naturellement, d'embaucher, je dirais, des jeunes chefs porteurs de handicap. Je pense que c'était une erreur. Aujourd'hui, les chefs changent énormément. On doit accepter justement de travailler avec l'ensemble des cuisiniers, des pâtissiers, qu'ils soient porteurs ou pas de handicap. À l'issue de ce concours, préparé depuis plusieurs semaines, au moins 2 élèves ont confirmé leur choix de devenir cuisiniers. Pour les autres, cela restera une belle expérience d'exigence. Le premier péage sans barrière de France est arrivé dans la région Grand Est. Pour l'heure, les automobilistes sont encore quelque peu déboussolés, mais ce portique muni de capteurs et de caméras expérimentés pourrait très vite se développer sur le reste du réseau. Jean-François Ambroise pour Via Mirabel, notre partenaire.
Depuis le 20 mars, les habitudes des automobilistes sont quelque peu chamboulées à l'échangeur de Boulay sur l'autoroute A4. C'est pas très pratique. En fait, le principe du péage de Boulay, madame, c'est de plus s'arrêter. Après 15 mois de travaux, le péage sans barrière est entré en fonctionnement. À présent, les plaques d'immatriculation des véhicules sont détectées par le portique, muni de capteurs et de caméras. Les automobilistes ne sont plus obligés de s'arrêter, sauf peut-être lors du premier passage, pour comprendre le fonctionnement. J'étais un peu perturbée parce que je ne comprenais pas abonné sans pas abonné. Je ne m'étais pas du tout renseignée avant, voilà. Mais ça va. Le monsieur m'a expliqué, c'est très bien. C'est pas mal finalement, ça permet d'aller plus rapidement quand on n'a pas le télépéage, de pouvoir payer ultérieurement ou de se prendre un abonnement. C'est pratique et rapide. Bon, aujourd'hui peut-être pas, mais j'ai compris le principe maintenant. Voilà. La SANEF, gestionnaire de l'autoroute A4, a investi 6 millions d'euros pour développer le premier péage sans barrière de France. L'expérimentation est menée ici, à Boulay, sur un axe essentiellement domicile-travail. 6 000 véhicules passent quotidiennement par cet échangeur. On avait déjà un fort taux d'abonnés qui nous permet aussi de tester les modes comment les utilisateurs s'approprient les moyens de paiement. Ça permet de voir et d'ajuster le modèle. Et puis notre objectif, c'est dans quelques années de pouvoir déployer du péage sans barrière, notamment sur notre axe normand entre Paris et Caen. Pour la SANEF, cette technologie entièrement française renforce la sécurité et améliore la fluidité du trafic. Elle protège aussi l'environnement. 6 000 véhicules qui ne s'arrêtent plus, c'est la consommation annuelle de 500 véhicules qui est économisée. Pour s'acquitter du péage, plusieurs solutions sont proposées aux automobilistes. Les usagers réguliers privilégieront le badge télépéage ou l'étiquette autocollante directement liée à la carte bancaire. Pour les automobilistes occasionnels, il est possible de payer sous 10 jours sur Internet ou aux bornes automatiques en renseignant sa plaque d'immatriculation. Voilà, on poursuit ce JT avec la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. Bonjour Saveria, à la une du Dauphiné libéré. Et maintenant, que vont-ils faire? Ce sera aussi le thème du Club de la Presse dans un instant avec Samuel Ribaud et Hubert Coudurier. Et c'est à la une ce matin du Dauphiné. C'est l'acte 2 du grand débat national. Édouard Philippe va dévoiler ce que le gouvernement retient de tout ce que les Français ont pu exprimer pendant cette consultation inédite. La phase de restitution débute ce matin au Grand Palais, à Paris. Ça ressemble à un vrai casse-tête pour l'exécutif, alors que la France a connu un 21e samedi de manifestation de Gilets jaunes. Édouard Philippe s'exprimera ensuite à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, mardi et mercredi, lors de débats sans vote. Objectif, préparer le terrain avant les annonces d'Emmanuel Macron attendues mi-avril. Un exercice périlleux, car les Français sont très sceptiques. Selon un sondage ELAB publié la semaine dernière, 68% estiment que les doléances exprimées ne seront pas prises en compte, 79% que le grand débat ne suffira pas à résoudre la crise. Voilà, et à la une de la Dépêche du Midi, le Brexit, toujours dans l'impasse. Il est temps que cette situation s'arrête. Déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, samedi. C'est un feuilleton qui n'en finit pas. La première ministre britannique Theresa May a réclamé vendredi un nouveau report de la date de retrait, initialement fixée au 29 mars, puis décalée au 12 avril. La dirigeante conservatrice souhaite désormais un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin. Londres cherche une solution pour sortir de l'impasse, après que le Parlement a rejeté tous les scénarios relatifs au Brexit, dont à 3 reprises l'accord de divorce négocié par le gouvernement avec Bruxelles. Voilà, la une du Courrier Picard, un des journaux du groupe Rossel, c'est la cantine à 1 € ce matin. C'est une mesure qui découle du plan pauvreté annoncé par le chef de l'État en septembre. La cantine à 1 € sera lancée d'ici fin avril, un dispositif qui concerne jusqu'à 10 000 communes. Autre mesure du plan pauvreté, les petits déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers défavorisés qui seront testés dans 8 académies, parmi lesquelles Amiens, Toulouse ou encore Montpellier. Ils seront ensuite généralisés sur l'ensemble du territoire en septembre. Le gouvernement avance le chiffre de 15% d'enfants défavorisés, 7% en moyenne, qui arrivent le ventre vide le matin à l'école. Voilà, dans quelques minutes, on regardera dans le zappement des images d'ailleurs de ces commémorations par notre partenaire TV5 Monde. C'est à la une de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. Le Rwanda se souvient du génocide ce matin. 25 ans après, le Rwanda rend hommage aux victimes du génocide, 800 000 personnes tuées en 100 jours. Si les commémorations réveillent la douleur, le pays est réconcilié.
Le Rwanda est redevenu une famille, déclare le président rwandais Paul Kagame lors des commémorations en 1994. Il n'y avait pas d'espoir, juste de l'obscurité. Aujourd'hui, il y a de la lumière. Aujourd'hui, nous avons pensé nos plaies. Emmanuel Macron, qui était convié à ces commémorations, a décliné l'invitation officiellement pour des raisons d'agenda. L'absence du président français est une déception pour les Rwandais qui espéraient le voir exprimer des excuses de la France pour son rôle en 1994. La France est accusée par le pouvoir rwandais d'avoir été complice du régime Hutu, responsable du génocide, voire d'avoir pris une part active au massacre, ce que la France a toujours nié. Merci Saveria. Dans une seconde, nous partons pour le Grand Palais en duplex et en direct pour les conclusions de ce grand débat ce matin. À tout de suite. Bonjour Elsa Mondin-Gava de LCP, merci d'être en duplex et en direct donc du Grand Palais. Ce matin, le Premier ministre donne ses conclusions du grand débat. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces mesures? À quoi faut-il s'attendre au fond de plus ce matin? Alors, attention Cyril, vous l'avez dit, le grand débat, il y a plusieurs actes. On n'en est pas encore au dénouement avec les annonces du chef de l'État. C'est une étape intermédiaire, celle de la restitution, de la synthèse de tout ce qui s'est dit pendant ces 2 mois de grand débat. Alors la matinée va s'organiser autour de 4 temps. Un discours des 2 secrétaires d'État, Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, qui étaient chargés d'animer le grand débat pour le gouvernement. Ils vont dire ce qu'ils ont retenu de ce grand débat. Puis il y aura une prise de parole des garants de ce grand débat, chargé de veiller à l'impartialité du débat, à son bon déroulement. Ils ont déjà prévenu qu'il ne s'agit que d'une photographie finalement de ce que les Français qui ont participé au débat veulent. Ce n'est pas un sondage par exemple. Ensuite, il y aura les organismes qui ont été chargés de collecter, d'analyser toutes les données de ce grand débat. Presque 2 millions de contributions, 10 000 réunions publiques, 16 000 cahiers de doléances. Ils vont donc faire remonter ce que les Français ont voulu en matière de fiscalité, d'écologie, de citoyenneté ou encore de services de l'État. Et puis une prise de parole très attendue à midi du Premier ministre Édouard Philippe, qui a déjà prévenu dans ce qu'on dit les Français, il y a beaucoup de diversité, de complexité, façon de prévenir que tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément dans les conclusions du grand débat. Elsa, pas le moindre quart du bout d'une annonce, il ne faut vraiment rien attendre ce matin. Aucune surprise possible? Écoutez, on sait déjà quand même qu'il y a des mesures qui font un peu l'unanimité. Le vote blanc a recueilli par exemple beaucoup d'assentiments des Français. Mais sur les questions de fiscalité, par exemple, beaucoup de ministres, de parlementaires nous disent attention, les Français veulent qu'on augmente les impôts, mais toujours pour le voisin, qu'on les baisse pour eux. Donc il y aura une ligne droite qui sera tracée évidemment, mais il n'est pas question d'annoncer des mesures. Ça, c'est réservé au chef de l'État qui devrait s'exprimer dans le courant du mois d'avril. Mais on le sait, Emmanuel Macron décide toujours lui-même du temps où il prendra la parole. Et oui, on le sait, merci. Elsa Mondin-Gava d'LCP. Alors, duplex en direct du Grand Palais ce matin, où on attend donc le Premier ministre venant exposer ce qu'il est à retenir du grand débat. Bonjour messieurs, Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de TBO et TB Sud. Merci d'être là Hubert. Et Samuel Ribaud de l'ALP, c'est l'agence locale de presse. Et vous travaillez pour la presse quotidienne régionale. Messieurs, et maintenant, que vont-ils faire? C'est la une du Dauphiné. C'était en tête de la revue de presse il y a un instant. On vient d'entendre également en direct du Grand Palais Elsa Mondin-Gava. Hubert Coudurier, il ne faut pas s'entendre à grand-chose d'autre qu'un discours du Premier ministre ce matin qui ne va pas donner de conclusion, au fond, de tout ça. On est dans la théâtralisation depuis le début du grand débat. Donc il faut faire durer le plaisir. Il faut essayer, dans la mesure du possible, d'aller au-delà des européennes. C'est pour ça que les temps d'expression ont été bien scandés. Le Premier ministre, le rassemblement des conclusions des conférences citoyennes, et puis ensuite la parole du président, mais qui pourra annoncer des mesures en plusieurs temps, peut-être jusqu'à l'été. Et puis là-dessus, les médias qui mettent un peu d'huile sur le feu. Ce matin, j'entendais quelqu'un dire finalement, ce grand débat, il n'y a que 3 millions de personnes qui se sont exprimées, c'est-à-dire 3% de la population. Qu'est-ce que ça vaut? Bon, mais quand il y a des manifestations avec 30 000 personnes, on ne se pose pas la même question.
Donc c'est un peu du grand n'importe quoi. L'État est suspendu, il ne se passe plus rien, on ne décide plus rien, les réformes sont en attente. Et c'est vrai que même si un certain nombre de promesses sont faites sur la baisse des impôts, comme M. Darmanin, on peut en douter, car les impôts ont augmenté finalement presque plus sous Emmanuel Macron que sous François Hollande. Et donc la question aujourd'hui, c'est celle du cap. Est-ce qu'il y aura un changement de Premier ministre après les européennes? Est-ce qu'Édouard Philippe sera toujours là? On est quand même dans l'incertitude la plus totale, et c'est un peu anxiogène. Et maintenant, que vont-ils faire? Je vous pose la même question, Emmanuel, qu'à Hubert Coudurier, Samuel Ribaud. Je pense qu'il y a eu quand même une gestion assez fine et de la crise des Gilets jaunes. Je ne parle pas du maintien de l'ordre, c'est un sujet complètement à part. Mais là, on arrive à un moment où les courbes amènent à une prise de décision. C'est-à-dire que la décroissance du mouvement des Gilets jaunes, elle est entamée. Le débat, il a eu lieu. Les doléances, elles ont été recueillies. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est très compliqué. J'entendais par exemple qu'une des revendications majeures concerne la baisse des impôts et notamment la baisse de la TVA. Oui. Alors, sur le papier, politiquement, si vous baissez la TVA, c'est génial. La TVA, c'est l'impôt le plus inégalitaire qui soit, puisqu'il frappe chacun, quels que soient ses revenus, de la même manière. Mais dans les faits, je rejoins Hubert, c'est absolument impossible de dire on va baisser 1 point de TVA, 2 points de TVA, ce sont des sommes absolument colossales. Il faudrait une croissance colossale pour le compenser. C'est inenvisageable quand on a construit des budgets. Je rappelle d'ailleurs que, et c'est Christian Jacob qui le disait sur votre plateau il y a quelques semaines, il n'y a pas eu de loi rectificative cette année de finances, alors qu'il y a eu des dépenses engagées, ou en tout cas promises, qui ne sont toujours pas financées. Donc vous imaginez si en plus on touche à la TVA, ça c'est une première chose. Ensuite, moi je considère quand même que ce moment de débat, malgré l'instrumentalisation qui a pu en être faite à la fois par le gouvernement et l'opposition, elle est là, elle existe. Il y a plein de gens qui y ont cru, il y a plein de gens qui se sont investis, il y a plein de gens qui ont proposé. De toute façon, les attentes seront forcément déçues, mais on peut quand même espérer, et je dirais même que politiquement, Emmanuel Macron y a tout intérêt, une véritable inflexion du quinquennat. Après, dans quel sens on le verra. Si c'est dans le sens de la justice sociale, ça répondra en partie aux attentes. Si c'est simplement des effets d'annonce effectivement distillés jusqu'au mois de septembre, ça ne va rien changer. Hubert Coudurier. Baisser la TVA, c'est impossible. Et Gérald Darmanin l'a dit, puisque c'est l'impôt qui rapporte le plus et c'est l'impôt qui, je dirais, pénalise les importations. Donc pour le déficit du commerce extérieur, c'est même une solution qui est préconisée depuis des années, c'est d'augmenter la TVA. Ensuite, les promesses qui ont été faites, c'est la suppression de la redevance, mais ça, pour l'instant, on demande à voir. C'est la suppression totale de la taxe d'habitation, mais à partir de 2022, Emmanuel Macron ne sera peut-être plus là. Cumuler redevances et taxes d'habitation, hein, Gérald Darmanin disait. Et puis, il y a des mesures qui effectivement ne coûtent pas grand-chose, comme le référendum citoyen ou la proportionnelle, mais il faut quand même bien les doser, parce qu'il ne faut pas que ce pays devienne ingouvernable. Et ce qui a permis de traverser la crise des Gilets jaunes, c'est aussi la solidité des institutions, indépendamment des problèmes de maintien de l'ordre. Mais ces référendums d'initiative populaire, c'est une bonne chose pour la démocratie, c'est très réclamé, j'allais dire, et ça ne coûte pas grand-chose à faire, Samuel Ribaud. On va vers ça? Moi, j'y crois pas une seconde. Ce sera tellement encadré, ce sera tellement limité. Vous voulez dire sur les questions posées? Oui, et surtout comment dire, la capacité que pourrait avoir ce référendum d'infléchir véritablement la politique. C'est pas comme ça que le système fonctionne en France. On a une démocratie représentative, on a un parlement, on a un gouvernement qui travaille, des institutions qui sont solides. On va pas, vu la difficulté qu'il y a déjà à conduire les affaires de l'État, on va pas instaurer un référendum qui permettrait en fait à des lobbies de faire des crocs en jambes réguliers à la politique du gouvernement. Ça me paraît complètement impossible. Alors on a vu pendant ces mois de crise, partis de la France insurrectionnelle et partis comme la France insoumise, etc., qui appellent à la sédition, qui refusent finalement la démocratie représentative. Aujourd'hui, il y a une bagarre droite-gauche qui se profile, avec l'offensive de la droite sur les retraites, et notamment le recul de l'âge de la retraite, qui permettrait, si elle était portée à 65 ans, d'économiser 20 milliards. 20 milliards d'euros, c'est très important, car le problème du financement de la dépendance se profile. Et aujourd'hui, l'État est confronté à des problèmes de financement très, très importants. On va y revenir pour ce que vous restez avec nous tous les deux pour la deuxième partie de l'émission. Un petit mot sur votre édito aujourd'hui dans le Télégramme. Pas de retraite pour le saumon rose. Et le saumon rose, au fond, c'est Jean-Yves Le Drian pour vous. Pourquoi le saumon rose ?
C'est le nom que lui avaient donné ses petits camarades de socialistes qui aujourd'hui le conspuent parce qu'ils estiment avoir été abandonnés, puisqu'il est passé finalement de Hollande à Macron après un petit détour par Manuel Valls. On voit votre papier là pendant que vous en C'était sa parlez. capacité à remonter les courants. Et aujourd'hui, il a fait une réunion hier, et il a monté ce qu'on appelle le Breslab, qui serait peut-être ce qui succéderait à l'ancien CELIB, le Centre d'intérêt des liaisons breton, qui a permis dans les années 60 de grandes progressions en termes d'aménagement du territoire. La question aujourd'hui, c'est que lui ne veut pas aller à Matignon. Il a peur qu'on le lui demande, parce que ce serait difficile de refuser. Et Édouard Philippe, lui, a peur qu'il lui succède. Et donc les relations entre les deux hommes sont un peu tendues, notamment quand Jean-Yves Le Drian était intervenu à la radio pour dire qu'il fallait entendre les souffrances des Gilets jaunes. Ça a été assez mal passé à Matignon. Voilà, pas de retraite. Donc, on conseille à Le Drian de s'occuper plutôt de la politique étrangère, des progressions du maréchal Haftar sur le terrain en Libye, plutôt que de faire de la politique intérieure. Mais paradoxalement, il est très écouté aujourd'hui à l'Élysée. Il est devenu assez proche du chef de l'État et de sa femme. Et donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Comment Jean-Yves Le Drian est devenu incontournable et pas de retraite pour le saumon rose. C'est l'éditorial d'Hubert Couduet dans le Télégramme aujourd'hui. Vous restez avec nous, messieurs. Évidemment, pour la deuxième partie de l'émission, vous savez qu'on reçoit Benoît Hamon tout à l'heure, tête de liste Génération aux Européennes. Et tout de suite, on regarde la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui avec du soleil, vous allez le voir. On se retrouve juste après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, le Zap Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. Avant de recevoir, vous le voyez, Benoît Hamon, qui sera en direct sur ce plateau. Zap Monde, on se rend au Rwanda, qui rend hommage aux victimes des Tutsis de 1994. C'était un génocide en présence du président rwandais Paul Kagame. Et puis on part en Libye aussi en images avec l'offensive du maréchal Haftar sur la capitale Tripoli. Explication en images de ces deux sujets dans un instant avec TV5 Monde. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Le silence est aussi lourd que le sens du lieu choisi pour lancer les commémorations. Ici, au mémorial de Gizozi à Kigali, sont enterrées plus de 250 000 victimes du génocide. Accompagnés de plusieurs chefs d'État du continent, du Congo, du Tchad ou encore du Niger, et du Premier ministre belge, seul chef de gouvernement non africain présent, Paul Kagame et son épouse se sont recueillis avant d'allumer la flamme du souvenir, aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine et du président de la Commission européenne. Rien ne pourra plus jamais dresser les Rwandais les uns contre les autres. La dignité du peuple n'est jamais complètement écrasée. Cet endroit, c'est ma maison, car je n'ai pas d'autre endroit où vivre, après avoir perdu tous mes parents et ma famille. C'est ici que vit ma famille désormais. Une famille recomposée, des pères, des mères, des frères, des sœurs d'adoption. Ça va. Tous ici sont étudiants. Et au moment du génocide, ils avaient entre 1 et 7 ans.
Autour de l'aéroport de Tripoli, les forces du général Haftar ont lancé tôt ce dimanche une offensive. De violents combats ont éclaté pour la conquête de la capitale. Les premiers raids aériens ont été menés par les deux camps au mépris des appels au calme de la communauté internationale. Au moins 20 personnes ont trouvé la mort. Pour les artistes français du 19e siècle, peindre l'Orient, c'est avant tout peindre leurs fantasmes. Ingres n'est jamais allé en Orient, il ne connaît l'Orient qu'à travers des lettres et puis des objets que les voyageurs ont rapportés. Et donc avec tout ça, il fait une espèce de geste artistique en peignant cette grande odalisque. Et c'est un tableau qui va avoir énormément de succès, qui rentre au Louvre très tôt. L'Orient n'est qu'un décor exotique, un prétexte pour peindre des nus très prisés par les acheteurs d'art.